L'information est rapportée dans un premier temps par les réseaux sociaux. Elle est ensuite reprise par les mouvements de défense des droits de l'homme, notamment le mouvement Martin Luther King. Elle faisait état d'un jeune étudiant togolais qui aurait été emprisonné en Ukraine. Selon les recoupements, le jeune togolais quittait le pays en août 2024 avec un visa d'études délivré par la Russie par l'entremise de sa représentation à Cotonou. Arrivé en Russie, il serait contraint de se faire enrôler dans l'armée russe pour aller combattre en Ukraine. Sur le front, la nouvelle recrue a été sérieusement blessée. Abandonné par les siens, il sera capturé par les forces armées ukrainiennes et jeté en prison. Pour le mouvement Martin Luther King, c'est le moment pour les premiers responsables du pays de tout mettre en œuvre pour la libération du compatriote. Déjà, des correspondances ont été adressées au chef de l'État, puis au ministre des Affaires étrangères. La présence de cet étudiant togolais sur les fronts ukrainiens n'est pas un cas isolé. Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les ressortissants africains avaient été impliqués dans la guerre par les deux camps. Certains ont même témoigné des procédés auxquels ils ont été contraints juste pour rejoindre l'armée russe ou ukrainienne. Un appel volontaire avait même été lancé par l'Ukraine à travers ses représentations au Sénégal, au Nigeria, en Afrique du Sud, en Algérie, entre autres. Combien sont-ils encore ces Africains pris dans le piège de la guerre entre la Russie et l'Ukraine? Le flou demeure. Dans son dernier rapport, le Fonds monétaire international FMI recommande au Togo de revoir son cadre fiscal afin d'augmenter les recettes publiques. L'institution plaide pour une réduction des exonérations de la TVA, un élargissement de l'impôt sur le revenu des personnes physiques IRPP et un alignement sur l'impôt minimum mondial pour certaines entreprises. Dans les détails, le Fonds monétaire international cible les exonérations de TVA qui auraient pu rapporter 60,8 milliards de francs CFA au budget annuel en 2023, soit 42,4% des 143,2 milliards de francs CFA de dépenses fiscales totales. Une somme conséquente représentant 2,6% du PIB et plus de 17% des recettes fiscales nettes. En 2022, 40,8 milliards de francs CFA de TVA n'avaient déjà pas été perçus en raison des exonérations. Un manque à gagner significatif dans un contexte où la mobilisation des recettes publiques est devenue une priorité. Suite aux recommandations du FMI, le Togo a décidé d'adopter une approche progressive, considérant qu'une suppression brutale des exonérations pourrait avoir des conséquences néfastes sur l'économie, notamment certains secteurs d'activité avec un alourdissement du coût de la vie. L'objectif est de distinguer les exonérations dites progressives qui soutiennent les populations à faible revenu de celles considérées comme régressives qui profitent davantage aux ménages aisés ou certains secteurs économiques privilégiés. Les autorités togolaises annoncent ainsi une analyse approfondie des exonérations de TVA d'ici juin 2025 afin de déterminer lesquelles sont réellement bénéfiques aux ménages modestes et lesquelles avantagent principalement les entreprises et les catégories sociales les plus aisées. Si pour le gouvernement togolais, réduire les exonérations signifie nécessairement taxer davantage certains biens et services, ce qui pourrait avoir des répercussions sur les populations les plus vulnérables, le FMI préconise la mise en place de transferts monétaires ciblés pour compenser ces effets négatifs. Il est à noter que le gouvernement togolais se donne jusqu'à la fin juin 2026 pour finaliser sa stratégie globale de mobilisation des recettes à moyen terme. Cette feuille de route pourrait inclure des transferts monétaires en complément des dispositifs déjà en place dans le cadre du soutien de la Banque mondiale. L'Office togolais des recettes OTR a clôturé l'année 2024 avec une mobilisation de 1098 milliards de francs CFA auprès des contribuables, atteignant ainsi plus de 98% des objectifs fixés par la loi de finances rectificative qui prévoyait 1113 milliards de francs CFA. Cette annonce a été faite récemment par l'administration fiscale lors d'une rencontre d'évaluation consacrée aux performances de l'institution. En détail, l'OTR a dépassé le seuil des 1000
000 milliards de francs CFA, marquant une progression notable par rapport à 2023 où les recettes fiscales s'élevaient à 990,1 milliards de francs CFA. Ce chiffre dépassait déjà les prévisions initiales de 912,1 milliards de francs CFA. Comparé à l'année précédente, la collecte de 2024 affiche une hausse de 10%. Conscient des défis à relever, l'OTR ne compte pas s'arrêter là. L'institution entend poursuivre cette dynamique afin d'assurer une mobilisation fiscale excédant les 1000 milliards de francs CFA, essentiellement au financement du budget national. Pour 2025, elle ambitionne de collecter 1210 milliards de francs CFA, soit une progression de 8% par rapport aux objectifs de 2024. Un projet de restriction d'entrée aux USA est actuellement en étude par le département d'État américain, annoncé samedi des New York Times. Ce projet a dans son viseur 43 pays, dont 22 en Afrique. Le projet classe les pays concernés dans 3 catégories désignées par liste. Ainsi, une liste rouge regroupe tous les pays dont les citoyens sont catégoriquement rejetés par l'administration Trump. Une liste orange recense les pays dont les citoyens peuvent avoir accès aux USA, toutefois en étant soumis à des conditions un peu plus rigides d'obtention de visa. Et enfin, une liste jaune regroupant les pays qui doivent dans moins de 3 mois revoir leurs procédures de sécurité et de vérification des voyageurs. Selon la liste provisoire des pays concernés, l'Afghanistan est en tête avec une queue de 10 pays, dont la Libye, le Soudan et la Somalie. Ils sont classés sur la liste rouge des USA. Sur la liste orange figurent 10 pays, dont 3 Africains, l'Érythrée, la Sierra Leone et le Soudan du Sud. La Russie fait aussi partie de la liste orange. Puis une liste jaune qui regroupe en tout 22 pays, dont la majorité est africain. L'Angola, le Burkina Faso, le Mali, la RDC, le Bénin sont entre autres les pays figurant sur la liste jaune. Pour l'heure, le Togo n'est pas encore visé par cette politique migratoire en gestation aux États-Unis. Par ailleurs, le projet doit attendre l'approbation du secrétariat d'État américain, puis celle du président des États-Unis, Donald Trump, pour entrer en vigueur. Plus de 5 ans après son apparition en Chine, le virus à l'origine du Covid a officiellement atteint près de 800 millions de personnes et causé plus de 7 millions de morts selon l'Organisation mondiale de la santé OMS. Il s'agit d'une pandémie qui a entraîné des répercussions dans plusieurs domaines. En effet, la pandémie de Covid-19 a provoqué durant 5 années une onde de choc dans l'économie mondiale et déclenché la plus grande crise économique mondiale depuis plus d'un siècle. Celle-ci a aussi entraîné une augmentation spectaculaire des inégalités entre les pays. Cette crise a eu un impact considérable sur la pauvreté. Ainsi, la pauvreté a augmenté pour la première fois en une génération et les pertes de revenus aux populations défavorisées. Soulignons également que le Covid-19 a eu des impacts considérables sur d'autres activités à cause du ralentissement de la production et de la circulation des biens et des personnes, sans oublier l'interruption des traitements des personnes atteintes d'autres maladies chroniques. Ceci a entraîné la multiplication par 5 du nombre de maladies infectieuses selon l'OMS. L'exclusion de Charles Blé Goudé et Laurent Gbagbo de la liste électorale ivoirienne soulève de vives réactions à l'approche de la présidentielle d'octobre 2025. Tous deux ont écopé de 20 ans de prison pour des faits liés à la crise post-électorale de 2010 et 2011. Amnistiés par la justice internationale, ils dénoncent une manœuvre portant atteinte à la démocratie. Ce n'est pas seulement une candidature que l'on empêche. C'est le droit du peuple à choisir librement ses dirigeants qui est confisqué. Une élection qui exclut est une élection qui divise. Une élection qui divise est une élection qui menace la paix. Nous lançons donc cet appel. Rétablissez les droits du président Charles Blé Goudé. Réintégrez-le sur la liste électorale afin de lui permettre de participer à l'élection présidentielle de 2025.
De son côté, le PPACI a promis d'épuiser toutes les voies de recours qu'offre la Constitution, mais s'insurge dans le même temps contre la non-application d'un arrêt de la Cour africaine de justice qui exigeait la réinscription de Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Nous, PPACI, nous allons nous battre pour que Laurent Gbagbo soit candidat à l'élection présidentielle et qu'il gagne les élections. C'est ça notre mission. Dans cette mission, nous voulons qu'il y ait la paix. Que les élections se passent dans la paix. Nous avons parlé d'élections justes, transparentes, crédibles, inclusives et apaisées. La période de contentieux qui s'ouvrira le 22 mars, qui doit porter sur l'inscription d'une personne omise, la radiation d'un électeur ou la rectification d'erreurs matérielles, représente une étape cruciale avant la publication de la liste électorale définitive en juin. Au marché central de Ngaoundéré, dans le nord du Cameroun, des vendeurs s'interpellent avec une gouaille bien particulière. Vous n'avez rien compris? À moins d'être camerounais, c'est normal. La langue qu'on entend est née dans les années 80 parmi les étudiants de Yaoundé avant de gagner tout le pays. Mélangez du français, de l'anglais, du pidgin et des langues camerounaises et vous obtenez le cam franglais. Ici, c'est la langue des affaires. Eric Moukoko négocie avec ses clients en jonglant avec des mots français, anglais et camerounais. Il se comprend très facilement. Donc c'est un peu ça. C'est une autre façon à nous de tirer le client. On voit le client comme ça, dit assez, le client yamo, il aime seul. Donc c'est un peu comme ça. Parce que le langage qu'on utilise est beaucoup plus encore, beaucoup les clients s'imprègnent de ça en fait. Ils sont habitués, d'autres au départ c'était difficile, mais maintenant les gars sont imprégnés, sont habitués en fait. Le cam franglais, langue de la rue, mais pas seulement. À l'université de Ngaoundéré, Théophile Kalaïna étudie l'évolution du français en Afrique. Pour lui, le cam franglais n'est pas un simple argot, mais un phénomène sociolinguistique. La langue est évolutive. Par rapport au phénomène de contact de langue, de cohabitation linguistique, c'est plutôt positif. C'est une création qui permet aux Camerounais de pouvoir s'affirmer, de pouvoir créer leur propre identité. Et il suffit de rencontrer Salem et Mohamedou pour avoir une démonstration en direct de cette mixologie, cette fusion des langues made in Cameroun. Par exemple, vous allez entendre qu'on dit « je go », ça veut dire que je pars, ou bien « je grappe », ça veut dire que je monte. Donc ce sont des expressions en fait qui nous permettent de communiquer facilement et de nous comprendre sans toutefois avoir la barrière d'une stigmatisation quelconque. C'est un langage où nous tous on se retrouve. C'est un point où on a trouvé pour se retrouver. C'est notre communauté. Quand on dit Cameroun d'abord, ça veut dire viens d'abord. Au Cameroun, on sait que nous sommes bilingues. Les deux langues ne viennent pas forcément de chez nous. Alors ce qu'on a trouvé un juste milieu pour mélanger les deux. Cela donne une langue populaire, à tel point que les artistes aussi s'en emparent pour leur création. C'est un argot de chez nous, c'est le 247 père. Donc tu ne peux pas signer et dire que tu ne toques pas le cam franglais. Tu ne peux pas naître au Cameroun et dire que non, tu fais semblant de ne pas nous les way de chez nous. C'est comme ça chez nous. Tu vois tout à l'heure, chaque réponse à ta question, je suis dans quel parler le cam franglais parce que c'est là, c'est inné, c'est d'abord original. Inné, original, le cam franglais est devenu une signature linguistique, celle des Camerounais qui, entre langue maternelle et coloniale, ont choisi de réinventer leur identité. Dans ces minibus, quelques dizaines de journalistes locaux et internationaux. Direction, l'un des fleurons du secteur minier rwandais. La mine de Doumak, dans l'est du pays, extrait du coltan et de la cassitérite, des minéraux contenant du tantal et de l'étain, soit 2 des 3 minerais stratégiques, avec le tungstène, plus connu sous l'appellation de minerai 3T. Sous terre, des centaines de mineurs s'attellent à les extraire, comme Jean-Claude, qui travaille ici depuis 2 ans. Voici le Muchanga, la matière première que l'on extrait. Je travaille pour l'entreprise en tant que prestataire. Je ne suis pas un travailleur permanent. Je gagne 1,60 € par jour. Une fois sortis de terre,
Il faut laver, sécher, puis trier la matière première pour en extraire le précieux coltan, qui contient le tantal, un minéral particulièrement recherché dans le secteur électronique. Sur ce site, ce que vous voyez en blanc, c'est un gisement de minéraux. C'est dans ce gisement que vous pouvez trouver du coltan et de la cassitérite. On y trouve aussi du fer. Derrière cette visite de presse, un objectif. Montrer au monde que le Rwanda possède des mines stratégiques et lucratives à l'heure où le pays est accusé de détourner les minerais de son voisin dans le nord-est de la RD Congo et que des sanctions internationales visent certains responsables rwandais. Le secteur minier est toujours en croissance malgré les charges contre nous. On ne ressent aucun impact. On continue à voir grand, à faire notre travail. Notre pays a des engagements forts pour dynamiser notre économie et rester résilient. Le coltan se vendra entre 35 000 et 55 000 $ la tonne dans les comptoirs de Kigali. Ce 4x4 livre 1,6 tonne de minéraux mixtes, coltan et cassitérite. Un agent du gouvernement est là pour en contrôler l'origine grâce à la fameuse étiquette Itski, le mécanisme de traçabilité sur lequel s'appuie l'industrie minière mondiale depuis plus de 10 ans. En 2022, une enquête de Global Witness révèle les failles de ce mécanisme, démontrant que certains acteurs miniers de l'Est de la RD Congo blanchissent des minerais de conflit en les estampillant de ces étiquettes avant de les exporter vers les pays voisins, comme le Rwanda. Ce que dit le rapport ne reflète pas tout à fait la réalité. Au Rwanda, on a bien assez de minéraux à extraire et à estampiller, sans avoir besoin d'aller les chercher ailleurs, de manière illégale. Au Rwanda, les exportations de coltan ont doublé entre 2022 et 2023, passant de 1000 à 2000 tonnes. La mine de Doumak, fleuron du Rwanda en matière de coltan, en produit 12 à 15 tonnes par mois, soit l'équivalent de 7 à 9% des exportations globales de ce minerai en 2023. D'où viennent les 90% restants? C'est l'une des questions posées par un groupe d'experts de l'ONU en RDC dans une enquête publiée en décembre. Ils y démontrent l'existence d'une route de la contrebande acheminant les minerais du nord-est de la RDC vers le Rwanda. Lorsque vous avez des photos, des images, des individus qui vous expliquent comment les minerais sont transportés des zones occupées par le M23, notamment dans la région de Rubaya, comment ces minerais sont transportés vers la frontière entre le Congo et le Rwanda, vous ne pouvez pas reculer devant ces réalités. Donc, il y a un faisceau de preuves aujourd'hui qui force à admettre que il y a une opération frauduleuse d'exportation des minerais vers le Rwanda. Et reconnaître ce problème-là, l'insérer dans la recherche d'une solution à ce conflit, est déjà un début de solution. L'Office rwandais des mines, du pétrole et du gaz rejette ces accusations. Les minerais qui quittent le Rwanda ont des tags donc, qui approuvent leur traçabilité et qui prouvent qu'ils viennent de zones non conflictuelles. Maintenant, dire que les minerais passent par le Rwanda par un corridor, aujourd'hui, nous personnellement, nous ne pouvons pas l'attester. C'est pour cela que je disais que nous le refutons et que voilà. En 2023, au Rwanda, les recettes annuelles dues à l'exportation des minéraux ont franchi la barre des 1 milliard de dollars. Cette semaine, de nouvelles sanctions de l'Union européenne ont ciblé 9 personnalités, dont le directeur général de l'Office rwandais des mines, du pétrole et du gaz, Francis Kamanzi. Elles sont des centaines à se presser à l'hôpital de Manda. Leur tout petit dans les bras, ces mères veulent être sûres que leur bébé recevra leur première dose de vaccin antipaludéen. Une campagne de vaccination lancée comme une fête en présence de la Première Dame dans cette localité de la province de Bubanza, dans le nord-ouest du Burundi. Le paludisme reste la première cause de maladies et de décès en Afrique et au Burundi, particulièrement chez les jeunes enfants et les femmes enceintes. Les enfants de moins de 5 ans sont les plus vulnérables à cette maladie mortelle, d'où la nécessité d'une action urgente et concertée. Ce sont les enfants de 6 à 11 mois qui sont concernés par cette première phase de vaccination.
La campagne, préparée par le ministère burundais de la Santé, est financée par Gavi, l'Alliance du vaccin, une organisation internationale qui rassemble des acteurs privés et publics, notamment l'Organisation mondiale de la santé, l'UNICEF ou la Banque mondiale. Le Burundi est le 18e pays à intégrer le vaccin contre le paludisme dans son programme de vaccination de routine avec le soutien de Gavi. C'est une bonne nouvelle pour nous les parents parce que nos enfants sont très vulnérables au paludisme. On est reconnaissant parce qu'à partir d'aujourd'hui, ils ne vont plus tomber malades car ils seront vaccinés. Chez nous, il y a trop de moustiques, donc les enfants tombent souvent malades. Moi, j'ai failli venir avec tous mes enfants, même ceux qui ont plus de 11 mois. Au sein d'une famille, tu ne peux avoir qu'un enfant de cette tranche d'âge. Mais les autres peuvent attraper le paludisme. Alors nous demandons à ce que tous les enfants soient vaccinés. Une initiative saluée par Aluma PSM, une association qui lutte de longue date contre le paludisme au Burundi. Mais selon ce spécialiste de la question, la vaccination ne suffira pas à éradiquer la maladie. Il plaide pour un renforcement des stratégies préventives, distribution de moustiquaires, application d'insecticides sur les murs des maisons privées et aussi assainissement des zones humides. Si vous allez ici, par exemple, dans la zone de Limbo, et là, c'est pas des montagnes, les eaux coulent, etc. Et puis ça stagne. Quand ça stagne, ça devient comme des hôtels pour les moustiques. Donc, pour éviter la prolifération des moustiques, il faudrait vraiment créer une bonne stratégie d'assainissement. Selon les dernières données officielles, le paludisme reste l'une des principales causes de morbidité et de mortalité au Burundi, avec une incidence de près de 400 cas pour 1000 habitants en 2023. L'armée soudanaise serait sur le point de reprendre le palais présidentiel aux forces de soutien rapide. Mercredi, en fin de journée, des affrontements d'une rare intensité opposaient les deux camps près de cet édifice situé à Khartoum, sur une rive du Nil, selon les informations publiées jeudi par la télévision publique. La chute du palais présidentiel pourrait constituer un tournant majeur dans cette guerre, alors qu'en janvier, l'armée reprenait déjà son quartier général à Khartoum. Aux paramilitaires, ces éléments avancent désormais par l'est et par le sud. Les deux forces à l'origine du coup d'État contre la transition dans le pays s'affrontent depuis avril 2023. Le conflit a déjà fait des dizaines de milliers de morts et 3,5 millions de déplacés à Khartoum, la capitale, selon l'Organisation des Nations Unies. Au centre du conflit, des divergences concernant l'intégration des paramilitaires au sein de l'armée après la chute de Omar el-Béchir. L'armée est dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhan, alors que les paramilitaires sont sous la coupe du général Mohamed Hamdan Daglo. Deux personnes tuées et 5 autres blessés lors d'une attaque contre un bâtiment des Nations Unies ce mercredi dans la bande de Gaza. Parmi les disparus, un employé du Bureau des services des projets de l'ONU. Selon un représentant de l'institution, cette explosion n'est pas accidentelle puisque des munitions explosives ont été lancées vers le bâtiment. La résidence de ces étrangers qui vivent dans la bande de Gaza a été prise pour cible. Nous avons soigné 5 blessés, un blessé léger qui a été traité, un autre qui a été opéré et 2 qui ont été transférés à l'hôpital européen après que des accords aient été conclus pour ces cas. Dans la matinée, 13 personnes avaient déjà perdu la vie suite à des frappes israéliennes. Une seconde journée meurtrière dans la bande de Gaza après les bombardements de la veille qui ont fait plus de 400 morts selon la défense civile.